Voilà. Très Alors, tu bien. introduis la réunion, cher Samy. Bonjour. 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 Tu nous présentes Ammar pour ceux qui ne les connaissent pas lorsqu'on va mettre la vidéo. Tu veux que je me présente? Tu présentes les quatre, comme Ah, ça, d'accord. pour ceux qui vont D'accord. suivre la vidéo. Alors, dans le cadre de cette réunion Zoom, nous avons réuni Sami Adib en tant que spécialiste du droit musulman, connaisseur du Coran qu'il a publié en 3 langues dans l'ordre chronologique. Nous avons aussi notre ami Jean-Claude Basset, euh, qui est pasteur à la retraite, mais qui s'intéresse beaucoup et participe au débat interreligieux et qui travaille aussi dans le cadre de l'enseignement des programmes de religion tel qu'il est donné dans le canton de Vaud. Et nous avons aussi Saïda Keller-Messali, qui est écrivain, qui s'intéresse beaucoup à toutes ces questions liées à l'islam et qui a publié plusieurs livres et qui intervient toujours et qui a maintenant son propre site Internet. Voilà, si vous pouvez Ouais. ajouter quelque chose, chacun. Très bien. Non, c'est bon. Ammar, présente-toi. Alors, moi, je suis d'origine algérienne. En Algérie, j'étais à la mosquée dès l'âge de 2 ans parce que c'était mon devoir d'apprendre et d'enseigner l'islam. Donc, j'ai suivi les cours à la fois coraniques et religieux pendant approximativement une trentaine d'années. Et puis après, quand je suis venu en Suisse, j'ai continué ma formation parce que j'avais les repères pour continuer ma formation. Et, et voilà, maintenant, je participe aux discussions, aux débats et surtout, j'essaye d'intervenir quand des citations du Coran ou des citations des sources ou ces sources elles-mêmes ne sont pas données d'une manière précise. Parce que souvent dans les débats, y compris sur nos chaînes de télévision et même dans les livres, il y a malheureusement des versets du Coran qui sont modifiés, non seulement dans leur sens euh, contextuel, mais aussi dans leur sens euh, de ce qu'ils veulent dire. Alors, petit à petit, j'étais amené, je suis heureux de participer à ces débats autour de l'islam, parce que maintenant, l'islam est devenu un sujet qui fait partie de nos débats actuels dans tous nos pays. Voilà, Très bien. merci. Tu peux nous dire quels sont les deux sujets dont on veut débattre aujourd'hui, Ammar? Alors, le premier sujet concerne la proposition, et qui est aussi factuelle, puisque c'est ainsi que ça se passe, de la formation des imams qui exercent en Suisse. Alors, le Centre suisse Islam et Société, qui conseille le gouvernement, parce qu'ils ont la maîtrise, c'est ce qu'ils affirment, qu'ils ont la maîtrise de la connaissance sur l'islam, propose de continuer l'état actuel, c'est-à-dire que les imams soient formés dans les instituts des pays musulmans pour tout ce qui concerne la théologie. Mais par contre, il propose un complément pour que ces imams connaissent la Suisse à travers une formation sur les institutions, sur la sociologie, sur la diversité religieuse en Suisse. Alors, c'est la première question. Est-ce qu'il y a un risque, ou bien d'abord, il faut informer le peuple suisse, puisque la raison d'être du Centre suisse Islam et Société, c'est d'informer le peuple suisse sur les questions liées à l'islam.
Est-ce que la Ammar, forme, voilà. Ammar, est-ce que tu peux définir qu'est-ce que c'est ce centre? Parce que pas tout le monde le connaît. Ah, peut-être je préfère soit ça, Ida. Ouais, tu connais bien ça. Oui, je ne connais pas très bien, mais je peux essayer et tu peux aussi compléter, hein. Oui, Donc, ce centre suisse Islam et Société a été fondé il y a maintenant, je crois, à peu près 8 ans, n'est-ce pas? voilà. En 2015. Il a été fondé d'ailleurs d'une manière, comment dire, subite, c'est-à-dire moi personnellement, je ne savais rien de ce projet jusqu'à ce qu'il a été établi. Et ce sont surtout des gens venus d'Allemagne qui ont fondé ce centre et qui sont encore actifs et qui sont, disons, les personnes qu'on connaît vers l'extérieur, hein. Ce sont 2 professeurs venus d'Allemagne. Il y a aussi des assistants venus d'autres pays, aussi de l'Autriche. Et le but de ce centre était justement, comme le titre le dit, Centre suisse, Islam et Société. Comme l'a dit Ammar, le but était que ce centre soit un endroit, oui, de compétences et d'informations pour la société suisse. Et de plus en plus, j'ai remarqué, d'ailleurs, dès les premières années, il y a eu un mouvement de ce centre vers les mosquées. C'est-à-dire, aujourd'hui, il travaille très proche avec les mosquées et on constate que ce centre est devenu un peu l'avocat des mosquées en Suisse. Quand il y a un problème ou une discussion ou un débat sur les mosquées, ce centre prend toujours position pour les mosquées, alors qu'il devrait être une instance neutre, en dehors de ces 300 mosquées qu'on a en Suisse à peu près. Je trouve que c'est très problématique qu'on a maintenant ce centre qui est l'avocat des mosquées, c'est-à-dire qui collabore avec des mosquées aussi problématiques. On le sait, hein, nous avons souvent affaire à des mosquées de type frères musulmans en Suisse. C'est pas seulement moi qui le dis. On peut lire, par exemple, le livre des 2 journalistes français, Malbruno et Chenot. Le livre s'appelle Qatar Papers. Et dans ce livre, on va voir qu'il y a, par exemple, des millions d'euros qui viennent du Qatar financer les réseaux des frères musulmans en Europe, dont la Suisse et dont plusieurs mosquées, surtout en Suisse romande. Et voilà le problème, c'est que ce centre, peut-être, hein, je ne veux pas l'accuser de quoi que ce soit, mais c'est possible que ce centre profite aussi du fait que ses interlocuteurs ou ses partenaires sous forme de mosquées et d'associations de mosquées soient financés, hein. Rien qu'à Lausanne, on sait qu'il y a eu un transfert de plusieurs millions d'euros. Donc, ce ne sont pas des petites sommes dont on parle. Et là, on se demande quel est le vrai rôle de ce centre. Oui, et c'est un centre donc qui dépend de l'Université de Fribourg, qui est financé par l'université, je crois, et par la Confédération. Oui. Voilà. Il a été Oui. créé par la Confédération. Donc, c'est la Confédération qui était d'accord pour créer ce centre. Oui. D'accord, d'accord. Alors, on avait discuté avec Ammar dans la précédente réunion, est-ce qu'il faut que les imams soient formés, comme le demande cet institut-là de Fribourg, qu'ils soient formés dans les pays arabes, ou je ne sais pas où, ou est-ce qu'il faut les former en Suisse? Et si on doit les former en Suisse, y a-t-il une institution compétente ou faut-il créer une institution compétente dans les cadres des universités, comme on le fait pour les pasteurs et pour les prêtres?
catholiques. Et quels sont les dangers du fait qu'ils soient formés dans les pays arabes et musulmans? Alors, j'exprime mon point de vue et après, on va pouvoir débattre si vous souhaitez. Oui. Et après, j'aimerais entendre chacun de vous, puis on va débattre de cette question. J'estime que si on va les former en Arabie Saoudite ou bien en Égypte, etc., ils vont suivre un cours sur l'islam qui pose un problème pour ces pays-là. Il y a les mouvements extrémistes. L'Azhar, on connaît bien sa position, qui a émis beaucoup de fatwas contre ceux qui changent de religion et qui donc qui prône de tuer les apostats. J'en ai publié une série de ces fatwas. Et l'Azhar prône une introduction de la charia, dont, par exemple, la lapidation des femmes en cas d'adultère, l'amputation de la main et du pied des voleurs, la flagellation, l'œil pour œil, la peine de mort contre l'apostat. Et certainement, si on a des imams qui sont formés en Égypte dans ce sens-là, ils vont amener avec eux cette conception en Suisse, qui est contraire au droit suisse. Pareil en Arabie Saoudite. Pour cela, à mon avis, il faut, comme on a créé ce centre à Fribourg, pourquoi ne pas en faire une branche supplémentaire, disons, pour la formation des imams, mais les curriculums et les enseignants ne doivent pas venir de ces pays pour ne pas être infectés par la conception islamique de ces pays. Et ainsi, il faut qu'il y ait des experts qui puissent contrôler les contenus et que ce contenu soit vraiment clair et qui ne soit pas contraire aux droits de l'homme et aux droits suisses. Voilà ma proposition. Donc, il faut établir un cursus pour les imams en Suisse et n'autoriser des imams à fonctionner dans les mosquées suisses que s'ils obtiennent une autorisation des autorités fédérales. Exactement comme les métiers. Les métiers de plombier ou le métier de, je ne sais pas, d'art ou de, je ne sais pas, ou d'électricien, il faut bien qu'il y ait une maîtrise fédérale. Une maîtrise fédérale, on ne va pas accepter un électricien qui est formé, je ne sais pas où, je ne sais pas où. Alors, c'est mon idée, c'est d'éviter que les problèmes créés par l'islam dans ces pays-là se retrouvent en Suisse et puis on soit amené à devoir résoudre des problèmes découlant d'un enseignement qui est contraire aux droits de l'homme et aux droits suisses. Ça, c'est mon point de vue. Voilà, ça c'est donc le premier débat. Oui. Alors, pour donc Hans-Jörg Schmidt, pour cette proposition, pour l'interview qu'il a eue sur la RTS pour la formation des imams, il a justifié de cette manière. Il a dit, premièrement, la Suisse n'a pas les moyens de former sur le plan théologique les imams. Deuxièmement, les imams qui sont formés dans les pays musulmans, dans les instituts comme Al-Azhar ou en Turquie ou au Maroc, etc., ou en Tunisie, Zaytouna, ils sont considérés comme légitimes par la communauté musulmane. S'ils sont formés ici, la communauté musulmane considère ça comme une ingérence de l'État dans l'islam. Alors, c'est un peu ça les deux principales justifications. Mais
ma première réaction, c'est que le cursus de formation des imams dans les pays musulmans, c'est un cursus qui est un peu standard. Il est le même un peu dans tous les pays musulmans, parce que l'islam ne sépare pas la gouvernance, les lois de la religion. Donc, on apprend le Coran, l'exégèse du Coran, la sunna des prophètes, c'est-à-dire les actes et les paroles du prophète, et ça constitue les fondements de la jurisprudence qui aboutit au droit musulman, qui font que les prescriptions coraniques sont institutionnalisées dans les législations musulmanes. Et malheureusement, beaucoup de ces prescriptions ne sont pas conformes à nos lois et à nos principes. Voilà, j'ai résumé un peu le problème. Est-ce que le Centre suisse Islam et Société est conscient que l'enseignement, le cursus d'enseignement des imams comprend des parties qui sont enseignées comme officielles, comme paroles issues de la parole de Dieu, comme loi divine, alors qu'elles sont contraires à nos valeurs? Oui. Voilà. Merci. Alors, il y a plusieurs points là auxquels j'aimerais répondre. Tout d'abord, si M. Schmid ou qui que ce soit de ce centre dit que pour la communauté musulmane, ce n'est pas acceptable que quelqu'un qui ne soit pas des pays musulmans enseigne ici, je pense que c'est une théorie fausse. Parce que d'abord, qu'est-ce que c'est la communauté musulmane? Ça, c'est une question. Est-ce qu'il veut dire par là les gens qui vont à la mosquée, donc les 15% de la population musulmane de la Suisse, ou est-ce qu'il entend par là toute la population musulmane, même les 85% qui ne vont pas à la mosquée? Et puis, moi, personnellement, je refuse ce terme de communauté musulmane. Je le refuse. Pourquoi? Parce que dans la langue arabe, ce mot umma, qui est un dérivatif du mot mère, c'est une définition qui emprisonne les gens dans une identité. Elle nous emprisonne, pourquoi? Parce qu'on fait partie de cette communauté et on ne peut plus sortir de cette communauté. On est tout le temps identifié à cette communauté, alors que moi-même, ou tous mes amis musulmans, ou tous les gens que je connais d'origine musulmane, n'ont aucune envie d'être emprisonnés dans cette identité, parce qu'ils ne se disent pas primairement musulmans. Tout d'abord, ils sont des êtres humains. Ensuite, ils vivent ici en Suisse, ils sont citoyens, ils ont des préoccupations bien autres que la religion, ils ont les problèmes de vie quotidienne, le travail, la famille, la santé, tout ça. Et ce mot communauté il les réduit à un seul aspect de leur identité, qui est la religion. Donc, ce mot communauté est à revoir avec M. Schmid. Ensuite, j'aimerais opposer à sa thèse, il dit on n'a pas les moyens, j'aimerais opposer à ça un fait qui est un fait, oui. En Allemagne, dans la ville de Münster, j'ai un ami, palestinien d'ailleurs, qui enseigne, il est professeur, il enseigne à l'université tout un groupe d'étudiants qui vont devenir des imams et qui vont devenir eux-mêmes peut-être plus tard des enseignants de l'islam pour les gens plus jeunes. Il s'appelle Mohamed Khorshid
vous trouvez, il a écrit plusieurs livres. Vous allez le trouver dans le net, Muhannad Khorshide, Khorchide. Et lui, en tout cas avec lui, en Allemagne, c'est une réalité. Il y a quelqu'un qui est c'est une personne très moderne. C'est une personne qui est très attachée aux droits humains. C'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui a juste fait un petit truc de théologie. C'est quelqu'un qui a, disons, une culture très vaste et qui est professeur à l'université pour la pédagogie de l'islam. On pourrait le prendre comme exemple, on pourrait l'inviter ici, on pourrait discuter avec lui et voir comment il s'est organisé, quelles ont été les difficultés, qui l'a aidé, comment il a abouti à ce but. Et parce que c'est encore un but très récent, hein, il y a que quelques années qu'il a commencé à faire cet enseignement. Et je pense qu'on pourrait apprendre beaucoup de choses de lui en entrant en contact et en échange avec lui, peut-être aussi en allant le visiter une fois et voir comment il travaille et comment il gère ses étudiants et quel est le cursus aussi des étudiants et qu'est-ce qu'ils vont faire, quels sont les projets avec ces étudiants. Donc, si M. Schmid nous dit on n'a pas les moyens en Suisse, c'est vraiment une blague. Mais est-ce qu'il parle le français? Je suppose, parce que il est venu du Liban. Donc, au Liban, tout le monde parle français. Bien, donc on peut l'inviter une fois à une rencontre avec nous pour ne pas l'obliger à se déplacer, pour que nous ne Oui. déplacions pas, et Oui. puis on l'entend. Tout à fait, tout à fait. Oui. Alors, il parle, je suppose, hein, c'est un Palestinien du Liban, n'est-ce pas? Donc il parle l'arabe et il parle le l'arabe, français, il parle certainement. l'allemand, il parle l'anglais, il parle certainement le français. En tout cas, je pense que ce serait utile que tu puisses le contacter puisque tu le connais. Oui. Et tu l'invites pour une autre rencontre avec Oui. Ammar, Jean-Claude Oui. Passé, Oui. moi-même, toi, et puis on fait une vidéo et qu'on diffuse. Bien. Jean-Claude, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je suis intéressé par ce que Saïda vient de nous dire. C'est une proposition concrète, mais c'est vrai qu'elle s'appuie sur un contexte d'Allemagne qui est très différent, où il y a effectivement un effort, il y a des facultés de théologie qui se sont constituées et où enseignent des musulmans à un niveau universitaire. C'est quelque chose qu'on n'a pas du côté français, c'est quelque chose que je, en tout cas, ne connais pas du côté italien. Et on peut peut-être pas simplement le transposer dans notre contexte. Peut-être juste une question toujours à propos de l'Allemagne. Où sont formés les imams très nombreux qui viennent de Turquie? À ma connaissance, très majoritairement, sinon exclusivement, ils viennent de Turquie. Oui, oui. Alors, je pense qu'il faut replacer ça dans ce contexte général. Qu'on cherche des solutions, moi je suis prêt, c'est pour ça que je participe à la discussion. Par contre, sur le fond, moi je vois deux problèmes. D'abord, effectivement, c'est pas vrai de dire qu'on n'a pas l'argent, on n'a pas la volonté. Oui. On n'a pas la volonté pour au moins deux raisons. Une, c'est que les questions religieuses ne sont pas du niveau de la Confédération. Ben voilà, c'est comme ça, c'est pour vivre ensemble avec catholiques et protestants, les cantons, c'est peut-être aujourd'hui dépassé, mais c'est comme ça que ça a été construit. Mm-hmm. Et donc, il faut penser, quand on pense enseignement des imams, qu'il y a ce niveau cantonal. Donc, formellement, l'autre aspect qui me fait problème, c'est la question de la liberté religieuse. Moi, je ne suis pas favorable à ce que l'État vienne dire, mais que ce soit aux protestants catholiques, à n'importe qui d'ailleurs, la manière dont il faut enseigner la religion, quelle qu'elle soit.
Mais je dirais la même chose pour la culture. Je n'ai pas envie qu'on ait un office qui nous dise ça, c'est accepté, c'est la culture, c'est validé, puis ça l'est pas. Donc là, il y a pour moi une position je dirais, de principe. Sur le fond, et la réponse de Hans-Georg Schmidt là m'interpelle parce que effectivement, les imams, il me semble qu'on en parle de manière trop abstraite. En fait, on a différents imams. On a des imams qui sont formés dans des pays quand ils viennent ici, ou même dans des organisations. C'est effectivement le cas, vous le savez, de la Turquie. Donc c'est vrai, en Suisse romande, on a cette situation-là. On a des imams qui sont formés plus ou moins dans les pays arabes, mais ils ne sont pas si nombreux que ça. L'organisation la plus structurée, c'est du côté de la Turquie. Et puis, on a bon nombre qui ne sont pas non plus du côté arabe. Et je pense à la Bosnie, je pense à toute une population du Kosovo, etc., qui ont aussi leurs imams. Donc, on a une multiplicité de situations. Et puis, pour compléter, je dirais qu'on a aussi les imams autoproclamés qui sont effectivement, ont leur petite communauté, parfois sont en conflit avec la communauté. Hein. On a actuellement une crise dans la mosquée de la grande mosquée de Genève. Par rapport à l'enseignement que la population, les croyants qui étaient présents ne l'acceptent pas. Donc on a ces différentes situations. Et je ne pense pas que ça peut être réglé. Alors, je respecte beaucoup, bien sûr, les enseignements juridiques, mais je pense qu'on se heurte à une autre réalité qui est plus complexe. Du point de vue de la liberté, il me semble qu'on peut demander que les imams qui viennent en Suisse s'adaptent et vivent dans notre société. Ça, c'est légitime et c'est ce qu'essaye de faire. Alors, on peut discuter après les priorités, et j'ai bien entendu les critiques formulées par Saïda, mais je pense qu'il faut distinguer. On ne va pas enseigner la théologie, pour dire les choses comme ça, de l'extérieur. Pour moi, effectivement, il a raison, les communautés ne vont pas accepter. J'ajoute juste encore un élément. Il me semble qu'il faut donner du temps au temps et qu'on a un facteur d'adaptation. Si on veut imposer une forme par le haut, l'autorité de l'État, on va se heurter. Alors que les gens qui sont dans les mosquées, les 15% dont vous avez parlé, mais ils viennent de ces pays. Ils ont eux-mêmes baigné dans ce milieu-là. Et souvent, ils sont en recherche de repères. Quels sont les soucis qui dominent? En particulier, c'est que leurs enfants restent musulmans. Et le problème avec l'école, on pourra aborder ce deuxième sujet, c'est une préoccupation essentielle. Et des réactions qu'on a, c'est qu'au fond, on est dans un milieu séculier, étranger, à qui on reproche un certain libéralisme, même si on en profite, et on peut discuter. En fait, on a là besoin de gens qui soient à la tête des mosquées. Alors, 300 mosquées, je ne rejoins pas le nombre parce qu'il y a beaucoup de centres islamiques, je veux bien, mais mosquées, ce n'est pas juste. Pour avoir... Oui, mais dans tous les centres, vous avez une salle de prière. Donc... Absolument. Absolument. Alors 300 salles de prière, ça oui. je comprends, mais je ne comprends pas 300 mosquées. C'est caricaturé. C'est pas la réalité. Non, 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 non. C'est pas caricaturé. Il y a des listes officielles. Il y a des listes officielles chez les organisations de mosquées. C'est peut-être 298, mais en tout cas, c'est plus ou moins 300. Je voulais juste préciser, en arabe, masjid, qu'on traduit par mosquée, signifie lieu où on fait la prière, où on fait c'est faire la prosternation. Donc, dans ma compréhension, un institut où il y a une salle de prière, c'est une mosquée. Oui, dans la mienne aussi. Voilà, c'est juste c'est juste sur le plan linguistique. Alors, pour la linguistique, je respecte tout à fait. Ouais. Par contre, vous utilisez le mot dans le contexte européen, c'est pas ça.
Donc, il faut effectivement, est-ce que c'est une traduction? Est-ce qu'il faut trouver un autre mot? Je ne sais pas. Mais mosquée, ça implique un bâtiment. Alors, il y en a, bien sûr, souvent dans des usines, etc. On peut les appeler mosquées si on veut, mais il y en a beaucoup qui sont simplement en location, dans un appartement et autres. C'est très différent. Alors, on ne va pas revenir là-dessus. La question fondamentale pour moi, c'est d'une part la liberté religieuse. Je ne veux pas qu'un État décide de l'enseignement, que ce soit de la théologie musulmane, juive ou ce qu'on voudra. Je crois que c'est contraire aux droits de l'homme et c'est contraire aux principes de la Confédération. Par contre, je suis d'accord et je pense qu'il faut insister pour que ceux qui viennent imams, et en particulier là où il y a des débats sur une forme ou autre de reconnaissance, il y a un enseignement qui leur est demandé. Et il y a des initiatives qui sont prises dans différents lieux, je sais, mais encore une fois, il faut du temps. Si vous voulez décider arbitrairement, on va se heurter. Je pense que Hans-Georg, qui effectivement a le modèle allemand derrière, je reconnais, est plus proche de la réalité auquel on est confronté aujourd'hui avec les communautés musulmanes. Dernière question pour moi. Alors, on parle, qu'est-ce qui se passe en France? Comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils résolvent le problème? Et en Italie, est-ce qu'on a une idée? Ou bien on imagine qu'on va avoir en Suisse un modèle unique et que les musulmans vont se soumettre? Les 15% de musulmans. Je suis tout à fait d'accord sur la distinction que Saïda a fait. Alors, juste, en France, je sais qu'ils forment des imams dans des universités françaises. Et ça, je le sais. Par exemple, l'Institut catholique de Paris forme des imams. L'Institut catholique de Paris forme des imams. Et ça, c'est réel. Maintenant, est-ce que l'État reconnaît cette formation? Est-ce qu'il exige cette formation ou pas? Il faut enquêter. Pourquoi pas? Alors, juste une petite précision. Tu as raison de dire que la Confédération ne traitait pas de la religion à cause de la Constitution. C'est la Constitution, pour cela, il fallait préciser, je voulais juste préciser que la Constitution suisse dit la religion est une affaire cantonale. Tout à fait. Mais, alors, on peut revenir, on peut laisser de côté la Confédération, mais on peut exiger, on peut dire aux cantons de se mêler, puisque ce sont ces cantons-là qui doivent régler la question des religions, pas la Confédération. Alors, il y a une délégation de la Confédération du pouvoir et des questions religieuses au canton. Alors, on doit s'adresser non pas à la Confédération, mais au canton pour leur dire le danger de la formation des imams dans les pays arabes ou musulmans et la question des normes qui sont contraires aux droits de l'homme. Et à propos de la mosquée de Lausanne, ils n'ont pas de l'eau, ils louent une salle, mais si tu vas, c'est devant la gare, ils ont écrit, oui, devant la gare, et c'est écrit mosquée de Lausanne. Mais ce n'est pas devant la gare. Devant la gare de Lausanne, oui, oui. Non. La rue du tunnel, c'est ça? Oui, non, c'est en face de la gare, exactement. Quand tu sors de la gare, là, à côté. Vers le bas, quand tu sors de la gare vers le bas. Non, non, vers en haut. C'est fini, Samy. C'était le centre avant. Ils ont déménagé. Ah bon, alors d'accord. Alors moi, je ne savais pas qu'ils ont déménagé, mais là-dessus, c'est écrit mosquée. Oui, mais quand on va vers l'avenue d'Apple, effectivement, il y a la mosquée de Lausanne. Ça s'appelle mosquée, même s'ils n'ont pas un local de mosquée. Là, ils ont un local de mosquée. Oui, oui. Non, ça veut dire, c'est pas une mosquée proprement dit, et bâtiment indépendant, ou bien est-ce que je me trompe? Si, c'est un bâtiment indépendant. Ah, maintenant. Ils ont repris d'une usine qui était une usine, mais ils l'ont totalement aménagée. Et pour moi, c'est clair que ça, c'est une mosquée et le public vaudois, il reconnaît que c'est une mosquée. Ah, c'est très bien. Mais en tout cas, celle que je connaissais
Oui, oui, Et- mais je la connaissais aussi, et tu as Il raison, s'appelait mosquée. mais on est libre d'appeler comme on veut. Non, mais Non, pour Non, dire, je pense ce qui est important pour clore cette discussion, ce qui est important, c'est comment les gens le définissent eux-mêmes. Ouais. tout à fait. Et la plupart se définissent comme mosquées, même s'ils n'ont qu'une petite salle de prière et rien D'accord. d'autre. OK. Voilà. c'est pas là le problème. Non. Le problème, c'est que tu as soulevé, avec raison, qu'est-ce qu'ils font en France, qu'est-ce qu'ils font en Italie, Oui. qu'est-ce qu'on fait en Allemagne. Alors, le monsieur allemand qui est à Fribourg, il ne suit pas les modèles allemands, puisque lui, il ne veut pas. Et Saïda vient nous dire que on forme des imams en Allemagne. On les forme. Donc, lui, il semble ne pas vouloir adopter ce modèle. Mais ce serait bien d'entendre ce Alors, type-là, le Oui, Palestinien. alors si je Oui. peux juste compléter Oui, cette vas-y. information, parce qu'il y a encore une autre personne qui enseigne à Freiburg, hein, au sud de l'Allemagne, pas loin de Bâle, qui enseigne la pédagogie musulmane. C'est d'ailleurs aussi une personne de l'Algérie, Abdel Hakim Ourghi, il s'appelle Ourghi. Il enseigne à l'école pédagogique, hein, la haute école pédagogique de Freiburg. Il enseigne la pédagogie musulmane, c'est-à-dire il enseigne à des étudiants qui vont eux aussi devenir des enseignants de l'islam. Et là aussi, c'est réglé par l'État. Lui, il est un fonctionnaire de l'État à l'école pédagogique. Ah, Voilà. d'accord, on a deux exemples, oui. Oui. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs Oui. exemples aussi dans le nord de l'Allemagne. C'est le modèle allemand qui a été choisi. Mais Oui. encore une fois, la majorité des imams qui sont d'origine turque en C'est Allemagne, juste. Oui. elle est formée en Turquie. Oui, C'est ça juste. c'est vrai. Oui. Même chez nous, la plupart, il faut d'abord, oui, être conscient du fait que la population musulmane de la Suisse, elle est composée à peu près de, je dirais, 80% de gens du Balkan, hein, de l'ex-Yougoslavie et de la Turquie. Et tous ces imams de la Turquie qui sont majoritaires, hein, sont des fonctionnaires de l'État turc. Ils Voilà. sont payés par l'État turc. Ils viennent en Suisse pour, je crois, 5 ans, et puis ils retournent. Tout à fait. Et le problème, c'est que ces gens-là, il y a eu plusieurs scandales ces dernières années, ils reçoivent la prêche du vendredi, qui est la prêche principale, hein, comme chez les chrétiens le dimanche. La prêche du vendredi, elle vient directement de Ankara. Oui. Ils ne peuvent pas dire autre chose que ça. Donc, ils restent liés à Ankara. Et il y a eu des scandales parce que plusieurs prêches avaient un caractère aussi politique quand la Turquie a agressé la Syrie, quand la Turquie a fait ceci ou cela. Et donc, il y a toujours eu des petits scandales à cause de ça. Et c'est ce modèle-là qui se Oui. maintient jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la même chose en France. Oui. Alors, Oui, avec les Turcs, oui. Oui, oui. mais les Turcs représentent en Suisse une bonne proportion. C'est ce que je dis. Quand on parle des imams arabes sont peu nombreux. C'est ce que je dis. Je vais dans le même sens. Donc, quand Voilà. on réfléchit sur la formation des imams et qu'on imagine de créer un institut ou autre, il faut prendre la réalité sociologique actuelle. Et moi, j'avais clairement distingué les Turcs, les Kosovars, enfin le milieu d'ex-Yougoslavie, pour Oui. aller vite, hein, pour prendre les différents trucs, qui ont aussi leurs imams, et puis les milieux qui sont des imams arabes, qui sont plus nombreux en Suisse romande. Ouais. Et Jean-Claude, tu as raison quand tu dis il faut donner le temps au temps. Le temps au temps. Et tu ne vas pas maintenant faire une formation des imams et puis tu dis non, les autres n'officient pas.
mais il faut introduire un système progressivement pour que, quand même, on fabrique des imams sur le territoire suisse. Mais ça, c'est important. Mais évidemment, toi, tu dis, tu ne vois pas la Suisse se mêler de la formation des pasteurs et des prêtres. Oui, tu as raison, mais la Suisse a réglé la question du protestantisme et du catholicisme, n'est-ce pas? Ils les ont déjà adressés. Oui, oui, il ne faut pas oublier que quand le pape a déclaré le dogme de l'infaillibilité, la Suisse a tout de suite rompu ses relations diplomatiques avec le Vatican et qui n'ont été établies qu'il y a quelques années, bien que c'est les Suisses qui protègent le pape. Donc, on a bien dressé les catholiques. On les avait bien. Et puis les protestants, leur modèle, c'est un modèle plutôt suisse que centralisé comme les catholiques. Mais ce que moi, je crains, c'est qu'on dit non, il faut former ces gens-là en Turquie ou bien en France, ou à l'Azhar ou en Arabie Saoudite, et après, ils vont gangréner la société suisse. Mais tu as déjà dit ça, je comprends. Je Oui, comprends le problème. oui. Je ne suis pas d'accord avec la solution. Oui, je voulais juste, si on peut revenir pour moi à des questions qui sont fondamentales, parce que on parle presque automatiquement d'un principe qui, à mon sens, est faux. On applique à l'islam ce qu'on applique à la religion chrétienne, le catholicisme ou le protestantisme. Or, l'islam, c'est pas seulement une religion, c'est-à-dire, ça ne concerne pas seulement le rapport entre l'être humain et son créateur. L'islam, c'est une législation et une gouvernance, parce que une législation, c'est des lois qui figurent explicitement dans les législations musulmanes, et donc des autorités qui appliquent ces lois. Et ça n'existe pas dans le christianisme. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Il me semble que la Confédération, il n'y a pas des lois issues de l'Évangile qui figurent en tant que lois et appliquées. Parce que dans l'islam, les prescriptions coraniques ont le statut de loi officielle, elles figurent dans la législation, dans leur sens littéral, et elles sont appliquées par les gouvernants. En matière de droit de la famille et dans certains pays aussi en matière de droit pénal. Oui, et même en matière de droit pénal, elles sont appliquées seulement les sentences, les châtiments corporels sont remplacés par des peines de prison. Et pas tous les pays. Pas tout. Et oui, et puis, il y a les normes vestimentaires, les normes concernant les consommations d'alcool, les normes relatives à l'interdiction de ne pas respecter le ramadan, etc. Et le droit musulman, en fait, va influencer l'ensemble de la société. Alors, et ça s'applique. C'est ça. D'ailleurs, la Constitution, la majorité des pays arabes, oui, à l'exception d'un seul ou deux, disent l'islam est religion d'État et le droit musulman est la source principale du droit. De la législation. Alors, quand on te dit, par exemple, ah non, je vais changer de religion, tu dis non, tu n'as pas le droit de changer de religion. Pourquoi? Parce que c'est un État islamique, la Constitution dit islam, religion d'État. C'est ça le problème. Oui, c'est justement, Jean-Claude, vous avez dit, voilà, oui, dans nos pays, il y a la liberté religieuse. Donc l'État, on part du principe que l'État ne se mêle pas de religion. Mais si la religion se mêle des lois, est-ce que ce principe peut rester valable? Bien sûr que non. Il faut défendre les lois. Les lois suisses et l'application des lois suisses. Et il faut que les imams, quels qu'ils soient, quelle que soit leur formation, respectent comme n'importe quel citoyen habitant en Suisse. Ça, alors, ma question fondamentale, si vous en fait,
on peut respecter les lois suisses, et je suis bien placé ici, mais nos représentants consulaires et diplomatiques nous appliquent la loi musulmane, ici en Suisse. Donc, est-ce que, moi je pose la question, la liberté du discours religieux, quand cette liberté est contraire au droit suisse et au droit international, est-ce que la loi suisse s'applique ou est-ce que la loi suisse s'arrête à la porte des mosquées, si je peux dire comme ça? J'ai une petite question, mais j'aimerais juste compléter parce que je sais que c'était des questions diplomatiques, mais la question que Jean-Claude Passet dit, nous, on admet le principe de la liberté religieuse. C'est extraordinaire, c'est très bien, c'est un grand acquis, un acquis, parce qu'auparavant, au Moyen-Âge, on ne l'acceptait pas, ce principe de liberté religieuse. Mais l'islam n'a pas dépassé le Moyen-Âge sur ce plan-là. Ah, mais c'est clair. C'est clair. Les ministres arabes de la justice, cher ami, je vais juste dire, les ministres arabes de la justice ont adopté un code pénal unifié qui prescrit quiconque quitte l'islam doit être mis à mort. Et c'est sur le site de la Ligue arabe. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc les musulmans... Rien du tout. Mais en France... En quoi ça concerne la formation des imams? Non, non, mais c'est ça le problème. C'est que s'ils sont formés à l'Azhar, la première chose qu'ils vont apprendre, l'islam est religion d'État, on n'a pas le droit de la quitter. Oui, et ça c'est contraire au droit suisse. Une autre chose. C'est ça qu'il faut leur dire en Suisse. Pour cela, il ne faut pas les former dans ces pays qui infectent les cerveaux. Oui, il faut les former plutôt. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Non, non, c'est pas le problème d'être d'accord ou pas. Je suis sûr que toi, tu n'acceptes pas que des gens soient menacés de mort parce qu'ils quittent leur religion. Complètement. Voilà, voilà. Mais alors, c'est pas la formation des imams. Je m'excuse. Ma question, excuse-moi, Samy, ma question, elle est très simple. Est-ce qu'on a le droit d'enseigner dans le cadre d'une école musulmane ou d'un institut ou d'une mosquée, d'enseigner que les apostats doivent être tués ou que les non-musulmans sont les pires animaux? Ou, bref, c'est comme le droit musulman, tu es d'accord avec moi, Samy, et puis on peut le fiqh, la jurisprudence et le droit musulman, on peut consulter deux livres très précis, un qui date du IIe siècle, qui est écrit par l'imam Malik, qui est le fondateur d'un des quatre rites malikites, d'un des quatre rites du sunnisme, la jurisprudence malikite, c'est Al-Muwatta. Et l'autre qui date du XIIIe siècle, c'est par le grand philosophe Averroès, qui était pendant 30 ans ministre de la Justice. Et il a écrit un précis du droit musulman. Dans la formation et la jurisprudence du droit musulman, le djihad, je parle du djihad armé, figure comme chapitre du droit musulman. Tu es d'accord avec moi, Samy? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien aussi, interdiction de mariage. Par exemple, question simple, est-ce qu'une musulmane peut épouser un chrétien? Voilà, par exemple. En Suisse. Voilà. Oui. En Suisse, vous serez kidnappé par la famille de la fille. Voilà. Alors, ma question, ce n'est pas pour faire la polémique ou bien, c'est juste pour clarifier. Moi, il me semble, avec Samy, on a écrit au Centre suisse Islam et Société sur plusieurs de ces points. On n'a jamais reçu de réponse. Est-ce que la liberté religieuse inclut d'enseigner le djihad ou des préceptes qui sont contraires aux droits de l'homme, frontalement contraires aux droits de l'homme? Est-ce que ça veut dire que la loi suisse ne s'applique pas à l'intérieur de la religion? C'est ça il faut le clarifier.
Je peux dire en Non. tant qu'imam, je respecte la loi suisse, mais je vais enseigner le droit musulman. Oui, bien sûr. Est-ce que la loi suisse me permet d'enseigner le djihad, qu'il faut tuer les mécréants, qu'il faut les terroriser, qu'il faut que c'est un devoir, que, voilà, et puis apprendre les versets du Coran, les hadiths de Mahomet. Je pose la question, moi je ne suis pas juriste, c'est Ouais. juste, il me semble qu'il y a un problème fondamental à ce niveau-là. Tout à fait. Oui, c'est une contradiction fondamentale, Amar. On est tout à fait d'accord avec toi. Mais comment faire? Voilà, que propose, oui, quelle est Voilà. la Est-ce que c'est solution? l'État? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que ce sont les enseignants de l'islam? Est-ce que ce sont les imams qui vont vouloir changer tout ça? Et toute cette question de réformer le texte, d'aller en avant avec le texte, de garder ce texte vivant au lieu de, comme ça, pétrifié depuis des siècles. Toute cette question, je pense qu'on ne va pas pouvoir la gérer. Elle Mais est il faut trop bien la grande. poser. Il faut Oui, bien la on peut poser la un poser, jour. Il tout faut à bien fait. qu'il On y peut ait la poser, un on peut la poser, organisme. on peut essayer à travers les personnes qui vont enseigner, peut-être dans le futur, qu'elles problématisent ces endroits où il y a une grande contradiction entre ce qu'on vit et ce qu'on enseigne. Et je pense que le Centre suisse devrait ouvrir le débat Oui, avec la société civile sur ce sujet qui est un oui, je sujet pense aussi, mais fondamental, alors tout que à fait. selon mon expérience avec Samy et je crois aussi avec toi, le Centre suisse refuse tout simplement de répondre. Oui, On parce que lui c'est trop écrit et tout difficile. ça. Hein? Parce que la question est trop difficile. Alors, ce n'est pas une polémique, pour moi, c'est Non, non, poser la question. oui, On oui, est, on est d'accord que si on défend la liberté religieuse, un appel au djihad est inacceptable et peut faire l'objet d'une démarche juridique, hein, au niveau cantonal ou suisse, etc. Par contre, de rapporter que dans les textes, il y a du djihad, ça c'est évidemment possible. Si on Non, mais c'est pas, expurge, je c'est pas, finis. je m'excuse. Laisse-le Oui, oui, parler. je Ammar, m'excuse, je laisse-le m'excuse. parler. Oui, oui. Oui, oui, je Non, mais c'est m'excuse. juste pour finir, parce que si Oui. on défend cette voie où on aurait un islam amputé d'un certain nombre de choses, ça donne d'autant plus raison que les musulmans ne vont pas s'y reconnaître. Ils ne vont pas entrer dans le processus où, quoi qu'ils pensent, c'est leur liberté, ils se comportent en citoyens, en habitants et respectent les lois de ce pays. Et je pense que le centre, alors on peut critiquer, ce n'est pas nécessairement idéal, mais il est aussi confronté, quand on a voulu l'établir à Fribourg, il y a eu une opposition. Elle est venue d'où cette opposition? Elle est venue de bons Suisses qui ne voulaient pas qu'on ait un enseignement, qu'il y ait un lieu où les discussions puissent être abordées. Donc, on est aussi dans le contexte, quand on parle, c'est universitaire, je suis bien d'accord, mais on est aussi dans un contexte qui n'est pas du tout neutre. Et donc, le positionnement, je ne le défends pas sur tous les points, je vous assure, mais le positionnement est compréhensible dans le contexte actuel des préventions à l'égard de la population musulmane. Et là, je ne dis pas 15%, je dis... Juste pour clarifier ce que je dis. Quand oui, je dis moi-même, j'ai suivi ces cours oui. de jurisprudence et de droit, Hum, dans ces cours, on ne nous enseigne pas qu'il existe des appels au djihad. Non, on nous enseigne, tu dois faire le djihad. oui. Tu dois faire les 5 prières, tu dois faire la zakat. Donc, c'est des devoirs. L'enseignement les enseigne comme devoir, comme obligation. Alors, c'est cet enseignement. Est-ce que cet enseignement est permis? Donc, ce n'est pas un enseignement descriptif. Non, c'est un enseignement prescriptif. Voilà, c'est ça exactement ce que je voulais, ma grande question. et peut-être on ne va pas résoudre cette question. Moi, je la Non, trouve trop difficile, trop grande pour nous. Mais
j'aimerais ajouter peut-être quelque chose qui éclaire un tout petit peu la situation difficile, d'ailleurs pour beaucoup de musulmans. Hein. Oui, mais bien sûr. Alors, par exemple, je ne sais pas si vous êtes un peu actifs tous sur les réseaux sociaux. Il y a des pages de musulmans qui se disent ex-musulmans. Ils sont un peu partout dans le monde. Ce sont tous des gens qui ont quitté l'islam. Pourquoi? Ils ont quitté l'islam parce qu'ils n'ont plus supporté ces contradictions dont Ammar vient de parler. Tout à fait. Et là, ils parlent très ouvertement. Il y a plusieurs pages sur Facebook ou Twitter ou Instagram et même Telegram. Il y a plusieurs pages de musulmans très, très critiques envers leur religion qui disent il y a trop de contradictions avec ma vie actuelle. C'est pas possible. Tout ce qu'il y a comme haine, comme violence, comme incitation à la violence, on n'en veut pas. Et il y a des gens qui critiquent vraiment très ouvertement tout ça. Et quand on les suit un peu et on voit un peu leurs arguments, on comprend qu'ils souffraient justement de ces très grandes contradictions. Et ils ont quitté. Donc, il y a cela et il y a, évidemment, il y a les autres qui continuent à faire leur mission religieuse par tous les moyens. Et puis, il y a aussi comment on dit, des petits forums dans l'Internet où les gens discutent très ouvertement et très critiquement du texte coranique et de la société qui se dit musulmane. Hein, là, j'ai lu des choses presque choquantes. Hein. Il y a un débat très, très vivant, virtuel. Et je pense que tous ces gens-là ont aussi le droit d'être écoutés. Et juste, j'ajouterais cela. Ces personnes-là, souvent, ils écrivent de façon anonyme. Oui. Parce qu'ils ont peur d'être tués. Bien sûr, bien sûr. Alors qu'ils vivent en Suisse, en France, même au Canada, dans ma chaîne, j'ai des musulmans qui disent « Moi, je ne peux pas sortir à visage découvert et je ne peux pas donner mon vrai nom parce qu'on risque de me tuer au Canada. » Oui, je connais des gens comme ça, qui sont comme ça, qui n'iraient jamais avec leur nom comme ça publiquement, mais qui ont des positions très critiques. Et j'aimerais dire aussi peut-être tous ces pays qu'on considère fanatiques, etc., comme le Pakistan ou l'Afghanistan, eh bien, soyez sûrs, même là, en Iran, etc., il y a énormément de gens qui sont très critiques envers leur religion et qui s'expriment, voilà, sous un pseudonyme et qui s'expriment d'une manière très, très critique envers leur religion. Oui, et il faut tenir compte de cela aussi. Oui. Est-ce qu'on veut garantir à eux la liberté religieuse dans un pays comme la Suisse? Et si on a des imams qui nous viennent de l'Azhar, ils ne pourront jamais continuer à critiquer l'islam, ils seront mis à mort, même en Suisse. Oui. Mais je ne vais pas citer des noms, mais vous les connaissez. Mais tu peux citer mon nom. Moi, j'ai mes amis qui exercent, ceux qui étaient avec moi quand j'étais enfant, qui ont suivi le même cursus et qui sont allés aussi finir leurs études universitaires dans les instituts musulmans, comme à l'Azhar. Maintenant, ils exercent des hautes fonctions religieuses. Et c'est des amis à moi et avec eux, on discute en toute liberté. Mais comme ici, j'ai donné des conférences qui étaient très factuelles, hein. Je citais le Coran, je citais la vie du prophète, l'histoire des premiers temps musulmans, de l'islam. Ben, maintenant, je prends un gros risque si je rentre en Algérie parce que je tombe sous la loi
de celui qui offense l'islam, il est condamné à 5 ans de prison. Donc, on a une peur qui existe. Mais, alors, moi j'aime bien, reprenons l'exemple que Oui. Ammar vient de donner, il n'est pas dans la même situation quand il est en Suisse ou quand il irait en Algérie. Voilà. Donc, on voit bien que tout n'est pas idéal en Suisse, mais en l'occurrence, sur la question de la liberté religieuse, je pense qu'il y a une marge de manœuvre qui n'existe pas dans bon nombre, pas tous, mais dans bon Tout à nombre fait, de oui, pays oui. musulmans. Non, non. Alors, il y a une marge de manœuvre entre les conférences que donne Sami, ou que je donne moi, ou que donne Saïda, et l'enseignement donné dans les centres musulmans. Complètement. Ouais, alors l'enseignement officiel et que reconnaît la Suisse et le Centre suisse Islam et Société, c'est pas ce discours qui est permis. Hein. Non, c'est Mais le discours officiel tel qu'il figure dans les textes fondateurs de l'islam. au nom de la liberté religieuse, qui est le Mais principe de quand base, ouais, dont on profite aussi, mais qui a ses limites. Et pour l'approche juridique, mais ça, Sami est mieux placé que moi pour le dire, il n'y a qu'une démarche au niveau de la loi, c'est-à-dire et de la justice, lorsque ce droit n'est pas respecté. Mais je ne peux pas imaginer qu'on va dire aux imams ce qu'ils doivent dire. Par contre, c'est alors, clair, ouais, on n'est pas d'accord, je comprends oui, bien. oui, ouais, On n'a pas la même histoire, donc on parle non, d'où on vient, l'un et l'autre. On n'est pas obligé de tomber d'accord. Par contre, il faut qu'on vive ensemble en Suisse. ouais, La Suisse, elle n'est pas prête à mettre de l'argent comme en Allemagne pour créer des facultés de théologie musulmanes. La pratique, on voit que ce n'est pas la même chose. Et puis, on a évoqué le cas français, mais en France, oui, il y a des cours qui sont donnés par l'Institut catholique de Paris, mais la majorité sont formés par une instance qui est beaucoup plus marquée par les frères musulmans. Et ça fait partie de l'histoire de la France et des contradictions. Alors, s'il vous plaît, croyons pas qu'en Suisse, on va trouver la solution miracle qui ouais. résoudrait les problèmes. On est Oui, confronté à ces problèmes et ces contradictions. oui, je voulais juste citer un cas concret. OK. C'est ce qui se passe en Égypte. Je crois que vous avez tous entendu le discours du président El-Sisi à Al-Azhar. Ouais. Il est Hein, maréchal aussi. et maréchal, d'accord. El-Sisi a dit que nos textes sacrés qui ont été sacralisés, il faut les désacraliser, il faut changer le programme d'enseignement. Et maintenant, il y a une réforme de l'enseignement d'Al-Azhar. Ouais. Donc, en Égypte, dans les pays musulmans, et je crois au Maroc aussi, et je crois en Tunisie aussi, on parle de réformer le cursus, le discours C'est musulman. parfait, parfait. Alors pourquoi on ne pourrait pas parler en Suisse de réformer le discours musulman? Mais Voilà, si, c'est une question. Je mais vais c'est vous envoyer un article sur la réforme du cursus d'Al-Azhar. d'accord, volontiers. Mais la grande différence, Amar, c'est que c'est une initiative de musulmans. C'est comme s'il y a un bout de réforme du côté protestant, catholique ou ce qu'on voudra, ou athée, ou je ne sais pas. C'est différent si la chose vient de l'extérieur ou si au contraire, elle naît d'une réflexion, d'un cheminement que je souhaite, bien entendu, de l'intérieur. Vous voyez la question, elle est différente Oui, d'où on se pose. oui, si je peux répondre pour l'Égypte, Ouais, la demande a été faite aussi par les chrétiens coptes qui sont ouais, citoyens égyptiens. tout à fait. Donc, elle venait aussi de l'extérieur de l'islam parce qu'eux-mêmes sont victimes de ce cursus. Ouais. Vous voyez? Donc, on Faire une peut, demande, ça fait partie de voilà. la liberté religieuse. L'imposer, ça, c'est atteinte à la liberté religieuse. Non, moi je dirais, Oui, je pense que personne ne veut l'imposer. On veut simplement un non, débat. non, Saïda, moi je peux l'imposer. Non, OK. mais d'autant plus si les musulmans
refusent que ces normes soient enseignées dans leur pays. La Suisse, dont les lois sont violées par ces normes, où les cantons doivent s'impliquer pour dire aux imams, faites attention. Et il y a des normes en Suisse qui sont d'ordre, sont impératives. Et vous ne pouvez pas dire aux gens, celui qui change de religion, quitte-le, ou que les mécréants sont comme des animaux. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a une liberté religieuse. Au contraire, là, il viole la liberté et l'État doit imposer. Ce n'est pas une question de choix. C'est exactement comme si le roi d'Angleterre viendrait à conduire à gauche. On lui dirait non. Ici, c'est à droite. Tu ne peux pas dire ah, ma liberté. Ma liberté, fais-la dans ton pays, mais pas chez moi. C'est ça le problème. Parce qu'il met en danger l'ordre public et la constitution suisse. Donc, si ils veulent l'imposer, mais d'autant plus il faut l'imposer en Suisse. Ça, c'est mon point de vue. Mais bon, Ammar... Excuse-moi, on est en pleine conférence Zoom avec Jean-Luc Passé, Saïda. Ammar, il faut rompre la discussion. Oui, on ne peut pas, parce qu'on publie cette vidéo. Bien, écoutez, moi, je crois qu'on ne va pas abuser les uns des autres, mais je suis très content de vous voir ici. Ce n'est pas moi qui mène le débat, c'est Ammar, c'est lui qui nous invite. C'est très bien. Quand même, parce qu'Ammar, j'ai l'impression qu'il peut discuter jusqu'à demain matin. C'est que nous n'avons pas le temps de le faire. Voilà. Alors, je dirais, dans 5 minutes, on met fin à cette émission. Oui. Que j'ai une émission à préparer ce soir pour ma chaîne. Alors, je dois me préparer pour la réunion de ce soir chez moi. Et dans chacune de mes émissions, il y a des musulmans qui interviennent anonymement, parce qu'ils n'osent pas s'exprimer. Oui, c'est ça le problème. Et ça, c'est qu'on essaye en fait d'enseigner le dialogue. Le dialogue, comment on peut dialoguer avec des exactement musulmans. Ça, oui. Si vous voulez, moi, dans mon intervention, je ne dis pas que j'apporte des solutions, ou encore moins d'imposer, ni quoi que ce soit, mais c'est juste d'ouvrir le débat, d'avoir le droit d'en discuter avec les autorités et les responsables musulmans, parce que aussi on a écrit à beaucoup de responsables et il n'y a pas de réponse. C'est juste qu'il y ait un débat démocratique, sans tabou et puis transparent. Que c'est tout. Et après, de ce débat peut sortir quelque chose. Ammar, est-ce qu'on peut charger notre ami Saïda de contacter ces Palestiniens qui sont en Allemagne et nous l'inviter pour qu'on l'entende? Et puis peut-être dans une prochaine séance, on peut discuter de l'enseignement à l'école qu'on n'a pas abordé. Si Jean-Claude Passé est intéressé, puisque lui, il fait partie d'Agora, ça c'est important qu'on l'entende. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe? Oui, je suis d'accord. Je vais contacter les deux, donc Mohamed Khorshid et Abdelhakim Ourki. Oui, qui certainement parle le français puisqu'il est algérien. Oui, lui, il le parle. Et je pense que Mohamed le parle aussi, mais moi, j'ai toujours parlé en allemand avec lui, parce qu'on habite les deux dans l'espace germanophone. Mais je vais les contacter. Très bien. Et on va voir, parce que j'ai l'impression qu'on pourrait, dans un débat avec eux, apprendre des choses nouvelles. C'est certain, oui. Bien. Ammar, on laisse Saïd conclure en 2 minutes et puis on termine. D'accord. Moi, je suis pour que Sami conclue. Si, Sami, tu conclus. Moi, je n'ai été que votre invité là. J'ai vu qu'on a abordé une question monstre et qu'on ne pourra jamais résoudre.
mais on peut débattre et peut-être qu'avec le débat, aussi avec d'autres personnes qui ont plus d'expérience dans ce domaine, on pourrait trouver une voie, comment faire pour faciliter le chemin vers un enseignement qui est différent de celui qui a lieu aujourd'hui. D'accord, je pense que c'est une bonne conclusion. Et je remercie Ammar de nous avoir réunis et Merci, ça vous oui. passé d'être présent. Merci de l'invitation. Oui, merci beaucoup. Merci. Oui. Et je vous souhaite une bonne nuit. Et puis À on toi se aussi, reverra Sam, tous. et Donc, au revoir tout le monde. Bonne donc soirée. je vous enverrai l'invitation à tous pour la prochaine réunion. D'accord. Volontiers. D'accord. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir Au tout le revoir. monde. Au revoir. Merci. Au revoir alors. Au revoir. Merci beaucoup.